Et nous sommes avec Ousmane Diallo, porte-parole du gouvernement guinéen. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique. Merci. Alors, on va revenir sur les sanctions de la CEDEAO contre les personnalités de la junte en Guinée. Peut-être d'abord cette information. L'ancien président Dadis Camara est arrivé cet après-midi en Guinée. Il se présentera mercredi pour le procès du massacre du 28 septembre 2009 du stade de Conakry. Peut-être une réaction sur les circonstances de ce retour? Disons qu'il vient répondre à la convocation de la justice et c'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est pour la première fois, je pense, sur le continent que sur l'engagement d'un chef de l'État, une tragédie de cette dimension, un procès va s'ouvrir dans le pays avec tous les protagonistes. Et c'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est un engagement que le président a pris. Et je pense que pour notre cas, pour la Guinée, il n'y avait pas de personne mieux indiquée que le colonel Mamadi Doumbouya pour faire un tel procès, de façon à ce que les Guinéens puissent regarder en face les souffrances que l'État ou que des Guinéens se sont infligés entre eux. C'est important pour notre mémoire collective, c'est important pour ce que le pays-là a vécu finalement depuis 1958. Et c'est quelque chose qu'il faut saluer. Alors, les familles, peut-être rapidement, les familles s'interrogent sur les garanties d'une justice indépendante dans ce procès, et puis également de savoir si tous les inculpés seront présents au procès. Est-ce que vous avez peut-être une réponse à leur apporter? D'abord, en termes de garantie, je pense qu'il faut quand même avoir plus d'acceptation de l'idée même de la tenue de ce procès. Ce n'était pas quelque chose d'évident. Il y a un an, c'est un procès c'est des violences qui ont eu lieu il y a 13 ans. Rien n'indiquait que les Guinéens allaient pouvoir faire ce procès sur leur sol. Le colonel Mamadi Doumbouya est arrivé, a pris l'engagement solennel de le faire. Il tient et le procès s'ouvrira dans les délais prévus par ça. C'est déjà une garantie. Ensuite, tous les protagonistes sont aujourd'hui à Conakry. Tous ceux qui sont directement ou indirectement indexés dans ce procès sont à Conakry ou seront à Conakry pour cette ouverture. L'État guinéen a mobilisé énormément de moyens financiers et l'appareil judiciaire est mobilisé pour que ce procès soit exemplaire, pour que chaque partie puisse s'exprimer, pour que la vérité puisse être connue par le grand public et que les Guinéens tirent là-dedans aussi bien des réparations morales, mais aussi une manière de communier par rapport à la souffrance que certains de nos compatriotes ont vécue pendant cet événement dans l'histoire du pays. Alors peut-être revenons sur les sanctions de la CEDEAO qui ont été décidées contre des personnalités de la junte guinéenne. C'est la première fois que la CEDEAO, depuis 2021, décide de sanctions. Vous avez indiqué que votre pays avait moins besoin de sanctions que d'accompagnement, puisque la durée de la transition guinéenne est un des points d'achoppement dans la discussion. De quel accompagnement concrètement est-ce que vous auriez besoin pour passer d'une durée de transition de 3 ans à 2 ans? D'abord, avoir des présidents de la CEDEAO qui sont à l'écoute du problème guinéen. Pas des gens qui viennent administrer des soins sans écouter le patient. Il faut écouter le patient pour comprendre ses souffrances. Pour être précis, de quel type d'aide est-ce que vous auriez besoin de la part de vos partenaires de la région et internationaux pour réduire la durée de la transition? Aujourd'hui, nous avons posé les thématiques. Qu'est-ce qui fait les crises de la Guinée depuis 30 ans? C'est l'absence d'un fichier électoral consensuel. Et cette absence de fichier électoral est adossée à l'inexistence d'un fichier d'état civil. Sans état civil, il est difficile d'avoir un fichier électoral. Et nous avons prévu de construire un fichier d'état civil, d'où on va extraire le fichier électoral. C'est une durée que tous les experts conviennent qu'il faut 24 mois pour le faire. Alors pardonnez-moi, je vous repose la question de façon encore plus précise. En effet, le fichier électoral est une des raisons que vous avez avancées pour justifier cette durée de la transition. Est-ce que sur cette question, vous demandez par exemple l'aide de vos partenaires régionaux et internationaux pour aider à faire ce fichier électoral de façon plus rapide que les 3 ans que vous avancez? Le fichier électoral ne se fait pas en 3 ans. D'abord, on n'a pas besoin de l'aide d'un tiers pour le faire. Vous ne demandez donc pas d'aide pour pouvoir réduire... pour réduire la durée de la transition, vous ne demandez pas d'aide à vos partenaires? Non, pas du tout. Nous ne demandons pas de l'aide. Nous voulons qu'ils nous expliquent s'ils ont une autre manière de produire un fichier électoral à moins de 24 mois. Nous les écoutons. Parce que c'est pour ça que nous avons toujours soutenu que la transition guinéenne, ce ne sont pas des dates, c'est un contenu. Si eux, ils ont des experts qui sont capables de produire à la Guinée un état civil et un fichier électoral à moins de 24 mois, nous sommes acheteurs. Nous sommes acheteurs de leurs solutions. Sauf que tous les experts conviennent
qu'il faut un délai minimum de 24 mois pour le faire. Et c'est ce que nous avons prévu, durée pendant laquelle nous allons aussi faire le toilettage des textes juridiques et des institutions. Et donc, à l'issue de ces 24 mois, les élections vont se dérouler de la base au sommet. Ça aussi parce que nous tirons cela de l'expérience que la Guinée a déjà connue dans le passé. Il ne faut pas oublier qu'en 2010, la communauté internationale était venue bousculer la Guinée. On est allé rapidement à un fichier électoral qui a généré les crises qui ont maintenu la Guinée en situation de tension pendant 12 ans. Rien n'a pu être fait. Et puis on nous avait dit, élisez le président et lui se sera chargé de faire les autres élections. Cela n'a pas été possible. Donc nous avons déjà vécu une transition et nous n'allons plus jamais répéter la même chose sous le diktat de qui que ce soit. La communauté internationale, la CEDEAO, ils ne viendront plus nous dicter des conduites à tenir. Ce qui est important, nous voulons être des partenaires loyaux, mais qu'ils nous écoutent. Personne ne connaît le problème de la Guinée mieux que les Guinéens. Qu'ils nous écoutent et qu'ils intègrent cela. Peut-être une question sur l'exercice du pouvoir de la junte. Hier, l'opposant Étienne Soropogui a été arrêté à la sortie d'une émission de radio. Ce soir, on a appris l'arrestation d'Abdoulaye Ba, conseiller de l'opposant Cellou Dalein Diallo. Je ne parle pas des intimidations de journalistes. Actuellement, il y a 3 journalistes de la radio Nostalgie FM qui sont suspendus. Est-ce que pour preuve de bonne volonté, la junte compte, par exemple, prochainement avoir un exercice ou faire preuve d'un exercice du pouvoir qu'on pourrait juger, disons, moins autoritaire? La bonne foi est exprimée régulièrement. Il ne faut pas oublier que le CNRD et le gouvernement ont mis en place un cadre de dialogue et de concertation. Le format n'a pas plu à un certain nombre d'acteurs politiques et de la société civile, cela a été contesté. Nous nous sommes adaptés. Nous sommes partis d'un cadre de concertation vers un cadre de dialogue sous l'égide du ministre de l'administration du territoire. Ils ont contesté cela. Vous répondez à ceux qui vous parlent d'arrestations arbitraires, de brutalité et de dérive autoritaire de la junte au pouvoir? Je pense qu'il faut éviter les préjugés et comprendre que quand il y a des situations d'arrestation, il faut déjà savoir pourquoi les gens ont été arrêtés, pour quel motif, pour pouvoir apporter un jugement. À ce que je sache, à ce jour, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. En l'occurrence, Étienne Soropogui avait dénoncé dans cette émission de radio populaire une dérive autoritaire de la junte au pouvoir. Et il a été arrêté à la sortie de l'émission de radio. Personne ne peut faire le lien entre ce qui a été dit à la radio et l'arrestation. Il faut déjà attendre l'inculpation pour comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que vous sauriez nous dire quelle est la raison de cette arrestation? Mais la justice le dira. Moi, je suis sur Paris. Ça s'est passé hier. Ils n'ont même pas encore rendu public les raisons et je pense que les gens sont dans la spéculation et dans la volonté de jeter le discrédit sur tout ce qui se passe dans le pays et ce n'est pas cela qui fonctionne. Dans tous les pays, il y a des arrestations. On attend que les motifs soient exprimés pour au moins donner un jugement et une appréciation. Si on donne des appréciations sur des événements dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants, alors ça s'appelle des préjugés aussi simplement. S'il n'y a pas d'accord sur la durée de la transition avec vos partenaires, la CEDEAO a annoncé que les prochaines sanctions pourraient frapper l'économie du pays. Peut-être une question sur comment est-ce que vous souhaitez faire et quelles mesures vous comptez prendre pour éviter le risque d'isolement de la Guinée? La Guinée ne peut pas être isolée. Nous sommes un pays, nous travaillons avec la bonne volonté avec tous les partenaires, mais cela se fera dans le respect. Nous ne craignons absolument pas toutes ces annonces parce que ça n'intimide pas et ça ne changera pas la trajectoire de la gouvernance. Ce qui est clair, c'est que les sanctions qui sont annoncées par rapport au gel des investissements de BIDC, cela ne fera absolument ni chaud ni froid à l'État parce que le BIDC, c'est une banque dans laquelle la Guinée est actionnaire et qui prête au privé. Et si les sanctions devaient toucher ceci, il y avait des pays de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire notamment, le Mali, la Gambie et la Guinée-Bissau qui pourraient plus en souffrir parce que ça entraînerait simplement l'interruption de notre production d'électricité. Merci à vous, Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement des autorités de transition en Guinée. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.